L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui a parlé aux journalistes dans une forme de off officielle que prise Marcelo Westfred. Il a dit « J'ai beaucoup appris de ces 20 mois de présidence. Cela m'a scarifié. » Il a dit ça devant des journalistes. Alors, ma question est très simple. Est-ce qu'aux yeux des Français, il peut enfin se considérer comme un président de la République, Emmanuel Macron? Je crois qu'il est président de la République depuis le début et peut-être même un petit peu avant. C'est un homme d'État et c'est aussi un homme qui sait écouter. Il le démontre. Et le fait de répondre à la crise sociale, politique que le pays a connue, à la fois par des mesures, mais aussi par un grand débat, et avec la volonté. Cela m'a scarifié. Pourquoi cette phrase? L'exercice du pouvoir n'est jamais simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il l'exerce, Emmanuel Macron, dans un contexte qui est particulièrement difficile, j'imagine, enfin, et particulièrement nouveau. Et nous sommes à ses côtés, à la fois pour l'accompagner, pour mettre en œuvre ses engagements, et aujourd'hui pour être à ses côtés dans le grand débat, afin d'ouvrir cet acte 2 et de donner une nouvelle perspective, un prolongement à ce que nous avons fait depuis 20 mois. Marcelo. Alors, dans ses confidences, il n'exclut pas l'idée d'un référendum qui aurait lieu le 26 mai, c'est-à-dire le jour du scrutin des européennes. Est-ce que, en couplant les deux scrutins, un référendum et les européennes, on risque pas de brouiller le message européen? Le président de la République tirera les conséquences et les conclusions du grand débat. Il l'a dit lui-même. Et il a dit hier à un certain nombre de vos confrères que toutes les hypothèses étaient sur la table. Il n'a pas dit que c'était décidé, il a dit que c'était une hypothèse parmi d'autres. Et la Constitution fait que c'est le président de la République qui peut convoquer un référendum. Ouais. Je pense que si le président de la République juge opportun de convoquer un référendum sur un certain nombre de questions, le fait de le faire le même jour que les européennes est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir un grand rendez-vous démocratique à l'occasion d'un choix majeur pour le continent européen. Et si c'est nécessaire, si le président de la République le juge opportun, de consulter les Français sur un certain nombre d'orientations. Alors, lors de cet entretien, il a aussi chanté les louanges des départements, des petites communes. Vous avez été président des petites villes de France. Est-ce que vous trouvez que cette analyse est judicieuse, puisqu'il dit les grandes métropoles, les grandes régions, c'est plus un échelon opportun. Il faut reparler aux maires, aux petites communes. C'est ça qui est important. Vous partagez cette analyse? Je le partage. J'ai été rapporteur de la loi NOTRe, ainsi que de la loi MAPAM. Ouais. Les lois NOTRe et MAPAM ont précisé les compétences entre départements et régions. Elles ont fait monter en compétence les intercommunalités, ce que personne ne remet en cause, à l'exception de quelques aspects très techniques sur des questions d'eau ou d'assainissement. Et elles ont fait aussi en sorte, ces deux lois, notre MAPAM, de préciser les compétences des communes et des intercommunalités. La question des régions avait été traitée dans une autre loi qui avait amené à la création de 13 régions. Ici ou là, il peut y avoir des intercommunalités de grande taille. J'avais veillé comme rapporteur à ce qu'il y ait des aménagements pour tenir compte de la densité, pour tenir compte des territoires de montagne. Il n'empêche que sur les 1200 intercommunalités, il y a nécessairement, ici ou là, des aménagements techniques qui peuvent être apportés. Il faut revoir les choses aujourd'hui. Le président de la République a dit lui-même que sur les sujets qui pouvaient être un peu irritants, sans détricoter cet ouvrage, sans le remettre en cause fondamentalement, il fallait apporter les appréciations, les améliorations nécessaires. Et je n'ai aucune surprise à entendre le président de la République formuler cela. J'ai été maire, président de l'Association des petites villes de France, il était alors ministre de l'économie. Je peux vous assurer qu'il était extrêmement attentif. Alors dans l'actualité, il y a aussi un autre personnage qui s'exprime un peu à son insu, c'est Alexandre Benalla, dont Mediapart sort des enregistrements et on l'entend discuter avec Vincent Kras alors qu'il est censé ne plus pouvoir le rencontrer. Mediapart explique notamment qu'il aurait continué, qu'il aurait fait du business avec un oligarque russe alors qu'il était à l'Élysée. Est-ce que ça vous choque? Est-ce qu'il y a du parjure? Est-ce que le Sénat, enfin la commission des lois, doit le poursuivre? La commission des lois fera ce qu'elle décide. Et ce n'est pas un membre du gouvernement de dire à la commission des lois d'une assemblée parlementaire, le Sénat ou l'Assemblée nationale, ce qu'elle doit faire, c'est un principe de séparation des pouvoirs. D'Alexandre Benalla. La deuxième chose, c'est que je ne suis ni procureur ni juge. Il y a une enquête et une procédure judiciaire. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui existe, qui réalise son travail. Et je n'ai pas à interférer, y compris par respect du principe de séparation des pouvoirs. J'ai pris connaissance, comme vous, des déclarations et des faits que Mediapart rapporte. Qui suis-je pour en juger, en dire la véracité ou la réalité? Ça vous a étonné au moins? La justice fait son travail, la commission d'enquête fait son travail, et j'ai confiance tant dans le Parlement que dans la justice pour tirer les choses au clair. Mais est-ce que ça vous a choqué humainement? Étonné. Si un certain nombre de faits sont avérés, c'est évidemment choquant. Quand on parle de parjure, quand on parle de conflit d'intérêts, c'est évidemment choquant et personne ne peut ni le pardonner ni l'excuser.
Emmanuel Macron, hier, dans ses confidences aux journalistes, a dit que, en ce qui concernait la politique économique, rien ne changerait. Alors, au fond, on se demande ce matin à quoi sert ce grand débat, ce grand déploiement de force. Vous me pardonnez, je le dis en souriant, mais il n'y a que vous qui vous posez la question. Nous avons plus d'1,2 million de visiteurs sur le site. Nous avons 500 000 contributions. Mais si rien ne Nous avons des centaines, voire des milliers de réunions qui sont organisées. Dans une situation et il y a un instant, compliqué. Un instant, Marcelo Ebrard disait que le président de la République lui-même commençait à envisager comment on sortait du grand débat, comment on donnait une traduction à ces débats et aux points de convergence. Économique. Nous allons laisser le débat vivre, d'une part, voir quelles sont les convergences qui en sortent, voir quels sont les points d'attention et comment on peut apporter des débouchés à tout cela. Il faut écouter ce qui se passe dans le grand débat, sur l'organisation des services publics, sur la volonté d'être prise en compte. Très concrètement, sur votre domaine, vous avez un projet de loi sur les fonctionnaires qui va être présenté fin mars, c'est-à-dire juste après la fin du grand débat. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans ce projet de loi dans lequel on sait qu'il y a 120 000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés? Qu'est-ce qui peut changer à l'issue de la consultation des Français? D'abord, la consultation des Français pourra nourrir le projet de loi. Vous avez dit alors, en quoi, à l'instant que le projet de loi serait présenté au Conseil des ministres juste après. Aujourd'hui, je ne préempte pas les conclusions du débat. Et pour dire les choses peut-être plus clairement... vous avez réaffirmé que les 120 000 postes seraient supprimés. Je vais vous répondre précisément là-dessus. Les 120 000 postes, c'est un objectif fixé par le président de la République, qui concerne à la fois les collectivités locales, et les chiffres d'évolution des dépenses de fonctionnement montrent qu'avec la maîtrise dont elles font preuve, il y a mécaniquement des non-renouvellements de départ à la retraite et une diminution objectif, c'est 70 000, des effectifs. Je pense que les collectivités locales tiendront cet objectif. L'État, pour sa part, se réorganise, se modernise, et à chaque fois que c'est possible, nous faisons des économies, nous réalisons des économies en ne remplaçant pas tel ou tel départ à la retraite. Nous ne le faisons pas brutalement. Les Gilets jaunes demandent plus de services publics, c'est là le paradoxe. Je vais au bout. Nous ne le faisons pas brutalement. Et nous le faisons uniquement en conséquence des réorganisations pour garantir la qualité du service. Dans le projet de loi que je vais porter et que je prépare pour son examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est un projet de loi sur la gestion de la fonction publique. Ce n'est pas un projet de loi sur le niveau des effectifs ni sur l'organisation territoriale des services publics. Réimplanter des services publics sur le territoire, c'est compatible avec supprimer des postes, 120 000 postes. Oui, parce que ça veut dire enfin ne pas demander uniquement aux services dans les territoires de porter un effort d'économie, mais de mettre à contribution les administrations centrales. Ça veut dire aussi se poser des questions sur l'implantation des services. Aujourd'hui, il y a des services de gestion, qu'on appelle parfois de back-office dans un mauvais français, qui sont implantés dans des grandes villes, dans des métropoles, à Paris, avec parfois aussi des agents qui aspirent à une autre qualité de vie. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas enfin la question? Et c'est celle que nous demandons d'examiner à nos services. De dire, mais ce service qui ne reçoit pas de public, qui traite des dossiers, pourquoi ne serait-il pas implanté dans une zone rurale, dans une zone périurbaine? C'est aussi à ça que nous travaillons et je crois que c'est là que l'on apporte des réponses aux Français qui veulent plus de services publics. Ça veut dire que quelle que soit la nature des débats au sein de ce grand débat national, ce chiffre de 120 000 postes supprimés ne changera pas. Ça reste un objectif, mais le Premier ministre l'a dit lui-même sur un autre plateau, il y a 48 heures, ça n'est pas un totem. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga et nous ne levons pas le matin avec cet objectif. Mais par contre, nous sommes convaincus de deux choses. La première, c'est qu'on peut garantir une qualité de service partout sur le territoire en réalisant des économies, et donc, y compris en ne remplaçant pas certains départs. Ce n'est pas un plan de licenciement dont on parle. C'est du non-remplacement de départ à la retraite. Il y a 150 000 départs à la retraite par an. L'autre chose dont nous sommes convaincus, c'est que nous devons faire en sorte que les Français aient un service public de qualité, mais les mêmes Français nous demandent de payer moins d'impôts et donc de faire des économies. C'est ce que nous recherchons. Vous rappeliez tout à l'heure que j'étais maire. C'est ce que j'ai fait quand j'étais maire. J'ai divisé la dette par 2 tout en créant des services publics qui étaient nécessaires aux besoins des habitants de ma ville. On est le 1er février, il y a des tarifs qui augmentent et notamment les péages. Alors les sociétés d'autoroutes font des profits faramineux et on a encore une augmentation. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que c'est pas, on en a parlé tout à l'heure dans le journal des territoires, est-ce que c'est pas un peu scandaleux? Je trouve que l'augmentation est forte et je salue aussi le travail de ma collègue Elisabeth Borne, qui a discuté, négocié avec les sociétés d'autoroutes, qui sont dans un contexte que l'on connaît. Elles ont été privatisées il y a plusieurs années par un gouvernement il y a déjà bien longtemps, et qui ont certaines prérogatives. Elisabeth Borne a obtenu qu'il y ait des réductions de 30% à partir d'un certain nombre de trajets mensuels, 10 trajets par mois, pour justement faire en sorte que celles et ceux qui sont amenés à prendre l'autoroute très régulièrement n'aient pas à subir votre gouvernement va faire des nouvelles privatisations dans ce contexte-là, avec ce retour d'expérience. Est-ce qu'il ne faut pas être prudent? Je crois que ça n'est pas tout à fait comparable et la prudence est là, notamment sur la gouvernance, sur, par exemple, pour Aéroport de Paris, la capacité à garder les fonctions régaliennes, le contrôle sur un certain nombre de choses.